Nous sommes le mercredi 29 octobre 2014 et j'aurais voulu partager un certain nombre de réflexions concernant quelques points d'actualité. Tout d'abord, une petite polémique qui tourne la France en ridicule et qui met en cause Madame le ministre de la Culture, Madame Fleur Pellerin. Le prix Nobel de la littérature 2014 a été attribué à l'écrivain Patrick Modiano. Madame Pellerin s'est réjouie, comme tout bon ministre de la Culture qui se respecte à cette occasion, et c'est bien normal. Quelque temps après, des gens lui ont demandé bien ce qu'elle pouvait dire de Patrick Modiano, et de son propre aveu, elle a dit qu'elle n'avait jamais lu de Patrick Modiano. On pourrait se réjouir que par rapport aux autres ministres, Madame Fleur Pellerin ne mente pas et dise la vérité. Elle n'a jamais lu, elle ne connaît rien de Patrick Modiano. On pourrait être un peu triste que ses collaborateurs ne lui aient pas préparé une petite fiche lui recensant les meilleurs romans de Patrick Modiano et peut-être un petit résumé de ces romans. Elle aurait paru moins sotte sans doute. Mais là où les choses sont plus graves, à mon sens, c'est l'aveu de ce ministre de dire qu'elle n'a pas lu un livre depuis qu'elle est ministre, à savoir depuis 2 ans. Si tant est qu'elle serait tellement occupée par le ministère de l'économie numérique auparavant et maintenant de la culture qu'elle n'aurait pas le temps de lire ni de l'histoire, ni de la littérature, ni des critiques d'art, ni je ne sais qui, ni je ne sais quoi. Là, il y a quelque chose de profondément gênant dans le choix qui a été fait par le Premier ministre et par le Président de la République. Le Premier ministre, actuellement, c'est, jusqu'à ce jour, je ne sais pas ce qu'il en sera dans quelques temps, c'est Manuel Valls, alias El Blanco, et le Président de la République, jusqu'à ce jour, se nomme, je crois, François Hollande, alias Flamby. Et donc ces gens-là ont choisi Madame Fleur Pellerin comme ministre de la Culture, une femme qui ne lit pas, une femme qui ne lit pas de littérature ou quoi que ce soit d'autre. Eh bien, cela amène un certain nombre de réflexions tout de même. Parce que ce n'est pas anodin de la part d'un ministre, n'est-ce pas, ainsi d'être ministre et de ne pas lire. Voyons ce qu'il en est. Seulement, pour parler d'amour aux amoureux, il faut avoir été amoureux. Il ne faut pas avoir fait une enquête sur l'amour. On prend seulement pour parler d'amour aux amoureux, il faut avoir été amoureux, il ne faut pas avoir fait une enquête sur l'amour, nous dit André Malraux dans son roman L'espoir, roman qui relate la guerre d'Espagne. Et c'est intéressant de citer évidemment Malraux, qui fut le premier et peut-être l'un des plus grands ministres de la Culture, puisqu'il le fut de 1959 à 1969, pendant 10 ans, sous les gouvernements Debré, Pompidou 1, 2, 3, 4 et Couve de Meurville. Voilà. André Malraux, que l'on connaît pour un homme de grande culture, écrivain, bien sûr, donc c'est bien sa place d'être à la culture. On connaît évidemment sa grande oraison funèbre à l'occasion de la panthéonisation de Jean Moulin. Entre ici Jean Moulin avec ton terrible cortège. Un petit tour d'horizon, d'ailleurs, des ministres de la Culture n'est pas inintéressant de voir ce qui s'est passé. Nous avons eu Edmond Michelet, qui n'est pas n'importe qui, André Bettencourt, qui doit être lié bien sûr à Madame Bettencourt, la fameuse Liliane, bon, Jacques Duhamel, de la grande famille Duhamel, Maurice Druon, ça c'est pas n'importe qui non plus, l'auteur des Rois Maudits, l'auteur des grandes familles et de l'émigré, je crois. Alain Perfit, bon, quand la Chine s'éveillera, la France tremblera. D'autres plus confidentiels, mais Françoise Giroud tout de même. Et puis l'inénarrable Jacques Lang. Alors je compte
Il a été ministre en 81, en 83, en 84. Il a laissé sa place à François Léotard. Qui se souvient encore que François Léotard avait été ministre de la Culture? Philippe de Villiers, André Santini, hein, l'inénarrable Santini avec son gros cigare. Jack Lang de nouveau, ça fait 4e fois. Catherine Tasca, Jack Lang 5e fois. Catherine Tasca, Jack Lang 6e fois. Jack Lang 7e fois en 92, en 1992. Et puis des gens signifiants comme Jean Glavany, Jacques Toubon, dont on se souvient à son époque la volonté d'éviter les anglicismes. Catherine Trottmann, cette belle Catherine, quel bel homme pour une femme. Catherine Tasca pour la 2e fois. Alors, un qui a laissé un souvenir, c'est Jean-Jacques Ayagon, bien sûr, qui était ancien directeur de Versailles. Un bid total avec Ronan Donadio de Vabre, et puis les suivants assez insipides. Christine Albanel et Aurélie Filippetti particulièrement, et le pire de tous, Frédéric Mitterrand, le pédophile bien connu, socialo-pédophile. Voilà le petit tour d'horizon. Et puis arrive à la fin, hein, Madame Fleur Pellerin, ministre de la Culture, qui ne lit pas. Voilà, ça c'est intéressant. Quelqu'un qui ne lit pas. Elle le dit elle-même. Je ne lis pas, et alors? Bien. Mais quel est votre rapport, madame, à la culture? Avez-vous fait, comme le disait Malraux, des enquêtes sur la culture, comme un sociologue ferait des enquêtes sur l'amour sans en savoir absolument rien? Ce serait dramatique. Les pays étrangers se gaussent de cette histoire, se moquent encore une fois de la France de M. Hollande, qui n'a de cesse de tourner en dérision, souvent bien à son insu, je l'espère, notre beau pays tout de même réputé pour sa grande culture, de grands écrivains. Et tout cela, en fait, est le syndrome de quelque chose de plus grave, de plus profond. Je reste avec André Malraux, si vous me le permettez, encore un instant. Toujours dans l'espoir, première partie, chapitre 3e. Mon cher monsieur Manien, mon cher monsieur Manien, nous sommes soutenus et empoisonnés à la fois par 2 ou 3 mythes assez dangereux. D'abord, les Français, le peuple, avec une majuscule, a fait la Révolution française, soit. De ce que 100 piques peuvent vaincre de mauvais mousquets, il ne suit pas que 100 fusils de chasse puissent vaincre un bon avion. La Révolution russe a encore compliqué les choses. Politiquement, elle est la première révolution du XXe siècle, mais notez que militairement, elle est la dernière du XIXe. Ni aviation, ni tank chez les tsaristes, des barricades chez les révolutionnaires. Comment sont nées les barricades? Pour lutter contre les cavaleries royales, le peuple n'ayant jamais de cavalerie. L'Espagne est aujourd'hui couverte de barricades contre l'aviation de Franco. C'est intéressant ce petit passage où à la fois André Malraux avoue qu'il y a des mythes dans l'histoire qui servent de socle à la pensée culturelle, à la pensée de ce que certains appellent le roman national ou le récit national, et c'est très puissant aujourd'hui en France dans ce qu'on appelle le récit républicain. Donc Malraux à la fois dit qu'il y a ces mensonges, parfois qui sont même des mensonges d'État, hein, nous sommes empoisonnés par 2 ou 3 mythes assez dangereux, et en même temps fait une espèce d'analyse historique pour voir ce qu'il en est de la situation de la guerre d'Espagne, hein, puisqu'il est ici du côté, bien sûr, des communistes, des républicains, du moins, et quand on sait que la participation de Malraux à cette guerre d'Espagne est en grande partie un bidonnage, puisqu'il laisse entendre qu'il a participé lui-même directement, qu'il était en grande partie en 2e, 3e, 4e ligne, et qu'il a plus inventé ce qu'il raconte parce que la réalité ne correspondait pas à ce qu'il aurait voulu qu'elle fût. On a bien là quelque chose qui est propre à ce rapport à la culture, de la gauche et de la République. À savoir, ce qui est important, ce sont les idées. Et on va plaquer les idées sur la réalité. Et si la réalité ne correspond pas aux idées, eh bien on va changer la réalité. Eh bien c'est précisément le drame de la culture en France, peut-être plus largement en Occident. La vraie culture, vrai sens du terme, c'est une métaphore intéressante que l'on trouve chez Cicéron, qui nous dit qu'on va cultiver son esprit comme on cultive une terre pour y faire
pousser des fruits. Et pour y faire pousser des fruits que l'on va pouvoir récolter et dont on va pouvoir se nourrir, eh bien cultiver cette terre nécessite de respecter un certain nombre de principes qui sont puisés dans la réalité, bien évidemment. Si vous n'arrosez pas vos plantes, suivant ce dont elles ont besoin, eh bien elles vont dépérir et finir par s'assécher. Si à l'inverse vous noyez ces plantes sous trop d'eau, eh bien elles vont se noyer et ne vont pas pouvoir produire non plus. Il s'agit donc d'offrir à la plante que vous voulez faire pousser les éléments dont elle a besoin en fonction de sa propre réalité, en fonction de sa propre nature. Et l'on peut très aisément filer cette métaphore. Un livre récent, qui mériterait de longs développements, de François-Xavier Bellamy, qui est agrégé de philosophie et élu au conseil municipal de Versailles, a publié récemment un livre sur l'éducation qui s'appelle Les déshérités, ou de l'urgence de transmettre. Les déshérités ou de l'urgence de transmettre. Et je recommande à tout le monde de lire ce livre qui est très éclairant sur le drame de la situation culturelle telle qu'elle nous arrive aujourd'hui. Bellamy commence par son œuvre est en deux parties. Tout d'abord, comment est-ce que s'est déconstruite l'idée de culture. Alors il n'insiste peut-être pas suffisamment à mon goût sur Cicéron, cette grande métaphore de la culture et finalement de la transmission de la connaissance, mais marque lui 3 grandes étapes de la destruction culturelle, à savoir Descartes. Descartes qui lui finalement se rebiffe contre ce qu'il a reçu en disant on nous fait lire trop de livres, il faudrait que bien nous apprécions le monde directement à partir de notre observation de celui-ci, de notre propre analyse du monde. Puis Rousseau, qui lui aura une vision un peu plus utilitariste des choses, que l'enfant apprenne, c'est dans son Émile qui nous dit ça, que l'enfant apprenne en fonction de ce qui lui sera utile, et puis Bourdieu, si je résume très brièvement, que l'enfant n'a besoin que de ce qui lui plaît, tout le reste étant évidemment de l'ordre d'une sorte de fascisme. Ce n'est pas cela, évidemment. La culture est une libération quand on confronte son esprit à la pensée d'autrui et que l'on se trouve des affinités culturelles, des affinités électives. C'est une fête pour l'esprit, comme de mordre dans une poire à jus et que cette poire bien laisse échapper son merveilleux et sucré jus. On ne découvre qu'une fois la guerre, mais on découvre plusieurs fois la vie, nous dit Malraux, et c'est cette grande aventure de la culture, c'est cette grande aventure de la lecture. La vraie vie, bien sûr, est dans la littérature. Et par rapport à ce que dit Bellamy dans sa première partie, je pense qu'une petite métaphore pourrait nous éclairer. Que sont ces 3 déconstructeurs de la pensée culturelle qui nous vient de l'Antiquité, qui s'est développée de façon combien admirable dans ce gigantesque et lumineux Moyen-Âge? Eh bien, la première métaphore serait celle à propos de Descartes, de l'araignée. Avec Descartes, c'est des premiers auteurs, des premiers basculements lents vers ce qu'on va appeler la modernité dans laquelle nous baignons, aujourd'hui, jusqu'à en être submergés et à en être noyés. Eh bien, c'est l'araignée, pourquoi? Parce que Descartes ne veut pas recevoir de l'extérieur, ne veut pas recevoir de maître, ne veut pas recevoir de ceux qui l'ont précédé. On a vu ça comme la critique du fameux argument d'autorité, dont l'abus, évidemment, est une faiblesse de l'esprit. Malgré tout, eh bien, si des auteurs remarquables ont formulé d'une façon concise et intéressante une pensée, pourquoi se priver de nous appuyer dessus, nous qui ne sommes finalement que des nains, comme le disait Bernard de Chartres, nous qui ne sommes finalement que des nains, juchés sur des épaules de géants. Or, l'araignée, que fait-elle? Eh bien, l'araignée, elle puise tout d'elle-même, comme le voulait Descartes, pour filer sa toile, sa propre toile, qui va être son champ, son horizon. Et cette toile va s'étendre
autant que l'araignée le voudra et autant qu'elle en aura besoin. Il y a un côté déjà utilitariste dans le rapport à la culture, dans cette métaphore. Culture utilitaire. Et à quoi va servir? À quoi elle va servir? Eh bien, elle va servir cette toile à attraper des moucherons et pour pouvoir se nourrir. C'est-à-dire, non pas faire pousser doucement, progressivement, des plantes qui vont permettre de nourrir l'esprit, dans la métaphore, mais capturer, tac, 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 suivant l'utilité, des moucherons pour s'en nourrir. Il y a une forme de violence qui est faite ici à la culture par cette explication de la métaphore de Descartes, en forme d'araignée. Deuxième métaphore, avec Rousseau, toute métaphore, c'est limite, bien évidemment, je penserai à la fourmi, puisqu'avec Rousseau, l'homme devient une sorte de sauvage qui va vivre en ville. Une fourmilière, c'est une ville, chaque fourmi seule ne pourrait rien, et les hommes seraient rassemblés sous une forme de contrat pour s'épauler les uns les autres, comme le seraient les fourmis. L'union fait la force, l'union des fourmis fait la force, et ainsi les fourmis pourraient déplacer, sinon des montagnes, mais au moins des carcasses de bœuf, ou des carcasses de ce que l'on veut. Il y a donc ce côté, comment dirais-je, utilitariste, beaucoup plus marqué avec Rousseau de la culture. Hein. On va utiliser ce dont on a besoin. Hein, comme l'histoire d'Émile, perdu dans les bois, qui pleure et qui ne sait plus comment rentrer pour pouvoir déjeuner car il meurt de faim. Et c'est simplement à cette extrémité qu'il se souvient de sa leçon de la veille sur la géographie que lui avait donné son précepteur. On voit bien que cette méthode a deux fautes. La première, c'est une cruauté inouïe de soumettre ainsi un enfant à la faim pour l'obliger à réfléchir. Ventre affamé n'a pas d'oreille, pourtant nous dit le proverbe populaire. Et puis deuxièmement, bien, pour se souvenir de sa leçon de géographie, il fallait bien qu'il l'ait apprise auparavant dans des livres. Et le troisième, donc c'était la métaphore de la fourmi, le troisième c'est la métaphore de la fourmi va forcément avec la cigale. Je n'ai jamais su choisir entre la cigale et la fourmi dans la fable du bon La Fontaine. Pourquoi choisir cette fourmi qui est un peu tristounette, qui emmagasine pour son propre usage sa nourriture et qui ne veut même pas en donner à la cigale, qui pourtant la régale de ses chants, et la cigale un peu sotte qui ne pense à rien d'autre qu'à chanter. Mais ni l'un ni l'autre finalement n'est très agréable, n'est très tentante. Il faudrait être à la fois et cigale et fourmi, c'est-à-dire avoir le côté insouciant et gratuit de la culture et en même temps le côté de thésauriser cette culture, de la conserver pour pouvoir après la transmettre. Pour Bourdieu, c'est simplement le plaisir qui devrait, entre autres, guider notre rapport à la connaissance. Eh bien non. Parfois, l'on peut sécher longtemps sur certains exercices, sur une version latine, sur un thème grec, comment est-ce qu'on va choisir telle ou telle forme, sur une dissertation, comment organiser les paragraphes ou les sous-parties. Là, il y a malgré tout dans l'effort, dans l'hésitation, dans la confrontation à sa contingence, à sa propre finitude, des fruits, pour le coup, bien plus importants que simplement ce que l'on retire par le seul plaisir. Et chacun le sent bien. Nous avons décrété que la langue était fasciste, la littérature sexiste, l'histoire chauvine, la géographie ethnocentrée et les sciences dogmatiques. Et nous ne comprenons pas que nos enfants finissent par ne plus rien connaître, nous dit François-Xavier Bellamy. Non, la langue n'est pas fasciste. Connaître sa langue, mais mon Dieu, comme c'est libérateur. Connaître l'étymologie des mots. On sait bien que beaucoup d'enfants choisissent ce qui n'est plus, hélas, que les options des langues anciennes, parce qu'on va pouvoir connaître le mystère des mots. Et quelle fête pour l'esprit lorsque l'on découvre des rapprochements, pour le coup, inattendus, entre des sens concrets, des sens actuels de certains mots, et leur origine très ancienne. Un exemple, deux exemples pour des sujets qui sont tellement d'actualité aujourd'hui. L'étymologie de pater en indo-européen, eh bien, ce pat qui a un rapport avec la pâte, justement, avec la nourriture. Le père est celui qui apporte la nourriture, et la mère, la métère, la materia,
c'est celle qui donne à l'enfant sa matière. Et là, on a encore une fois tout ce qui est beau dans la culture. Il y a un présupposé, qui est cette matière qui va être forgée peu à peu grâce à cette nourriture. Merveille de la langue qui nous révèle la merveille de la vie, la merveille de l'humanité. Magnifique culture. Eh bien, si je veux poursuivre ma triple métaphore, ces trois animaux, cette araignée qui prend tout d'elle-même, cette fourmi qui finalement ne se sert des autres que pour une utilité plus grande, et puis cette cigale qui n'agit que par son plaisir et qui risque de mourir, de ne plus rien savoir et d'être déconnecté du monde réel. Un autre insecte nous apporte une métaphore intéressante. Et je la tire de Montaigne dans son chapitre des essais sur l'instruction des enfants, où il nous recommande d'être une petite abeille qui va piloter dans le thym, la marjolaine, le romarin, ici ou là, et de toutes ces plantes qui sont les auteurs, les bons auteurs, et bien qui va faire son miel de tout cela. Et ce ne sera pas ce qu'il regorgera, ne sera pas tantôt de la marjolaine ou du thym, du Platon ou du Victor Hugo, mais sera ce qu'il en aura fait lui, dans cette appropriation de la culture pour se développer, pour grandir lui-même. Voilà ce qui est merveilleux dans cela. Et l'abeille, qui elle n'est pas seule, qui vit dans une société, qui est la société des abeilles, dans laquelle chacune a besoin des autres, quand chacune est à sa place et fait bien son travail pour le bien commun, avec la reine qui n'a pas choisi d'être reine, mais qui est reine et qui doit faire bien son travail pour l'ensemble, bien son travail de reine pour l'ensemble de la ruche, et c'est la même chose pour tous les autres membres de cette ruche, qui en plus fait de la gelée royale, nous permet après de faire de l'hydromel, il nous permet aussi d'avoir de la cire d'abeille, enfin l'abeille qui va chercher chez autrui modestement, avec un travail lent, avec un travail passionné, avec un travail, et qui va progressivement pouvoir produire quelque chose pour le bien de l'ensemble. Voilà le rapport intéressant à la culture que peut nous proposer ce genre de métaphore. Alors, et oui, nous sommes loin du sujet, nous sommes loin de Fleur Pellerin, nous sommes loin de Patrick Modiano, mais malgré tout, un des grands enjeux de l'époque d'aujourd'hui, eh bien, la résistance culturelle. Parce que si nous nous coupons de nos racines magnifiques, gigantesques, énormes et multimillénaires, pour n'être plus que des êtres matériels, relativistes et individualistes, je ne donne pas cher de notre humanité. Mais, et je conclus encore une fois avec François-Xavier Bellamy, toujours dans son livre Les Déshérités, la culture n'empêche pas toujours l'homme d'être inhumain, mais l'inculture l'empêche d'être humain. Car un petit chaton, dès qu'il naît, il est entièrement chat. Et chacun le sait, les chatons, c'est bien. Mais un tout petit homme, un homme tout petit, il a besoin, pour devenir homme, peu à peu, de cette culture qui va lui permettre de devenir humain. Et je répète une dernière fois la citation de Bellamy. La culture n'empêche pas toujours l'homme d'être inhumain, mais l'inculture l'empêche d'être humain. Et une autre, pour aliéner un peuple, il faut lui faire regarder la culture comme une cause de dégénérescence. Non, notre culture latine, grecque, hébraïque n'est pas notre dégénérescence, mais est notre passé, et par là même, et est notre avenir. Le seul chemin par lequel l'éducateur sait servir l'humanité des hommes, c'est la culture.